Bonsoir à toutes et tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la morphologie des galaxies. Je vais commencer par vous montrer comment la diversité des galaxies est reliée à la toile cosmique au sein desquelles elles se forment. Je parlerai ensuite du catalogue morphologique effigie et un petit peu de la morphologie des galaxies à plus grande distance. Et ensuite de la difficulté technique pour mesurer à la fois la morphologie des galaxies et leur photométrie, qui est une autre mesure importante. Ensuite, je vous montrerai des résultats très récents sur l'évolution des galaxies et de leur morphologie par inférence bayésienne et je conclurai. Alors, les galaxies sont très nombreuses dans l'univers. On estime à environ 100 milliards le nombre de galaxies que l'on pourrait observer et leurs formes sont extrêmement diverses. Que ce soit des galaxies proches que je viens de vous montrer ou des galaxies plus lointaines qui peuvent être très petites, on voit cette même diversité. Et ça conduit Edwin Hubble dans les années 20 à mettre en place ce qui s'appelle maintenant la classification de Hubble, la séquence. Donc vous avez au début de cette séquence ce qu'on appelle les galaxies elliptiques. Et puis ensuite, vous avez deux branches, Françoise vous l'a déjà montré, avec les galaxies spirales, en haut qui n'ont pas de barres et en bas celles qui ont des barres. Et vous pouvez voir, lorsque l'on va de la gauche vers la droite, que les galaxies deviennent de plus en plus bleues, qu'elles ont plus des bras spiraux moins enroulés, plus de floculence, de la formation d'étoiles, et un bulbe aussi, vous verrez, qui est plus petit. Et alors, tout au bout de cette séquence, il y a les galaxies irrégulières comme les nuages de Magellan. Et puis, il y a un autre type de galaxies qu'on ne sait pas trop mettre, qui sont les galaxies naines elliptiques ou naines sphéroïdales, qui ressemblent à des galaxies elliptiques dans leur distribution de lumière qui est régulière mais unique, une seule composante, mais qui est beaucoup plus plate que la distribution des elliptiques. Alors, les simulations numériques à M-corps, où on met des particules de matière noire et on rajoute par-dessus du gaz, que l'on fait évoluer en prenant en compte les effets hydrodynamiques, nous montrent que la morphologie des galaxies est déterminée par l'histoire de l'accrétion du gaz dans les halos de matière noire dans lesquels elles se trouvent. Et par exemple, ici, vous voyez comment un certain nombre de galaxies ont fusionné pour donner une galaxie spirale. Et alors, ce qui se passe, c'est que suivant le moment angulaire entre le gaz qui est accrété et le gaz qui est déjà dans la galaxie, s'il y a une cohérence entre ces deux moments angulaires, vous allez former plutôt des galaxies spirales. Par contre, s'il y a une variation avec des angles importants, vous allez former plutôt des galaxies elliptiques. Au niveau de la matière noire et du gaz à plus grande échelle, ce que l'on voit également, c'est que les galaxies se déplacent dans cette toile cosmique où vous allez voir qu'elle est formée de feuillets et de filaments. Là, je fais un petit peu à l'envers. Donc ça, c'est une simulation. Vous voyez cette espèce de plate de spaghetti qui est faite de nombreux filaments et de ce qu'on appelle des nodes. Mais il y a aussi des feuillets que l'on ne voit pas parce qu'ils sont plus faibles en densité. Et les galaxies, donc là, il y a une sorte de petit film, se déplacent dans ces feuillets qui se retrouvent ensuite dans les filaments, et ensuite les galaxies vont tomber dans les filaments vers les nodes, les régions extrêmement denses. Et le gaz va suivre le même schéma. Là, ici, vous avez un relevé observationnel qui s'appelle le relevé Vipers, qui va jusqu'à un décalage vers le rouge de 1, entre 0,5 et 1, qui a été obtenu à l'Observatoire européen austral, avec le PI Luigi Guzzo. Et là, je vais vous montrer la toile cosmique. Donc, c'est une petite tranche d'une région de l'univers entre 5 et 0,5 et 1 en décalage vers le rouge. Et là, vous voyez ce qu'on appelle le squelette des grandes structures. Donc, vous voyez qu'il y a des régions vides de galaxies. Et puis, il y a ces feuillets et les filaments. Donc, les feuillets, c'est les parties plutôt en orangé, en jaune-orangé. Les filaments, c'est ce qui est en vert. Et puis, les régions les plus denses sont en rouge.
Alors, cette toile cosmique, elle est très importante parce que c'est celle-là, c'est elle qui va déterminer les types de galaxies, les fractions relatives de galaxies qu'on va observer. Et donc, on doit étudier les deux en parallèle. Alors, voici des mesures qui ont été faites à partir de ce relevé Vipers. Vous voyez à nouveau la toile cosmique avec ici en noir les filaments et puis les régions en couleur plus pastel qui sont à la fois les vides et les feuillets. Et on a pu montrer, par exemple, que si on regarde la fraction de galaxies rouges, qui sont en gros plutôt des galaxies elliptiques, et les galaxies bleues qui sont plutôt des spirales, que vous voyez ici, eh bien, les galaxies rouges ont tendance à être plutôt très proches des nodes, des points denses, alors que les galaxies spirales en sont plutôt éloignées le long de ces filaments. Donc ça, c'est des petits exemples pour vous montrer la relation très importante. Là, je vais passer au catalogue morphologique Effigie. C'est un catalogue qui a été constitué entre 2008 et 2011 à l'IAP. L'idée était à la fois pour étudier la morphologie et son évolution, mais aussi pour avoir un échantillon de référence qui permet maintenant de faire de l'apprentissage machine. C'est très important d'avoir un échantillon étiqueté. A été de faire de la morphologie à l'œil, mais extrêmement poussée. Ce que nos ancêtres astronomes avaient fait, c'était de mesurer uniquement le type de Hubble des galaxies. Et là, on a essayé d'aller plus loin en mesurant non seulement le type de Hubble, mais 16 attributs de forme, avec pour chacun 5 niveaux et un intervalle de confiance. Et par exemple, pour vous montrer l'importance du bulbe, la prééminence des bras spiraux, la présence de barres, d'anneaux, et puis aussi des attributs de texture, qui est quelque chose d'assez nouveau. Alors c'était un long travail, ça a été 4 ans de classification à l'œil, une équipe d'une douzaine, et puis après on s'est retrouvés à deux, Emmanuel Bertin et moi-même, à homogénéiser. Il y avait un énorme travail d'homogénéisation qui a pris plusieurs années. Et voilà, au-delà des attributs assez standards, je dirais que sont la perturbation. Donc là, vous avez les 5 niveaux de cet attribut de gauche à droite, 3 rangées donnant des types de galaxies différents. Et vous avez à gauche des galaxies extrêmement symétriques et quand on se déplace vers la droite, des galaxies extrêmement perturbées. Voilà quelque chose qui était nouveau, c'était l'attribut flocculence. Françoise vous en a parlé. Ça mesure la texture au sein des galaxies. C'est des choses que l'on peut mesurer avec de l'apprentissage machine. Et donc, c'était intéressant de pouvoir avoir des attributs de référence. Et là, à nouveau, vous voyez des galaxies qui sont assez régulières, qu'elles aient un disque bleu ou pas. Et quand vous allez vers la droite, vous voyez qu'il y a de plus en plus de floculence, c'est-à-dire de la texture dans, par exemple, le disque qui correspond à de la formation d'étoiles. L'autre chose qu'on a mesurée, par exemple, c'est la quantité de poussière et la façon dont elle est dispersée. Là, de la même façon, vous avez de gauche à droite des galaxies avec pas du tout et de plus en plus de poussière. Alors, un attribut très important et évidemment fondamental, c'était le rapport de lumière entre le bulbe et l'ensemble de la galaxie. Donc là, vous avez de gauche à droite un rapport bulbe sur total nul, c'est-à-dire des galaxies qui, à l'œil, n'ont quasiment pas de bulbe. Donc le bulbe, je rappelle, c'est la partie centrale dans une galaxie spirale, c'est cette partie centrale qui est plutôt jaune. Ce qui est autour, c'est le disque. Donc là, vous voyez que quand on se déplace vers la droite, le bulbe devient de plus en plus important et vous avez en particulier des galaxies qui sont là une compacte elliptique où il n'y a pas du tout de disque. Là, vous avez une lenticulaire. On pourrait croire que c'est une elliptique n'ayant pas de disque, mais il y a un disque qui est vu de face et il est parfois difficile de distinguer. Là, vous avez l'attribut courbure des bras qui est très important parce que grâce à ces attributs, je vais vous montrer qu'on a pu expliquer qu'est-ce qui était important dans la détermination de la séquence de Hubble. Et le premier attribut, c'est celui qu'on vient de voir, c'est le rapport de luminosité du bulbe sur le reste de la galaxie. L'autre attribut, c'est la courbure des bras spiraux. Donc là, vous avez de gauche à droite des bras spiraux qui sont de plus en plus courbés, c'est-à-dire de plus en plus enroulés. D'accord ? Là, ils sont extrêmement ouverts et là, ils sont très enroulés. Et en fait, on s'est rendu compte avec ces attributs,
en utilisant des techniques d'apprentissage supervisé et ce qu'on appelle les support vector machines, où on sépare des nuages de points dans cet espace avec ces 16 attributs, que les 3 attributs qui déterminaient le type de Hubble, c'est le rapport de flux entre le bulbe et l'ensemble de la galaxie, la force des bras spiraux, c'est-à-dire la fraction de la lumière qui est dans les bras spiraux, et la courbure des bras spiraux. Là, vous avez l'attribut bulbe sur total uniquement. Donc, vous avez le type morphologique, depuis les elliptiques ici à -5 jusqu'aux irrégulières. Pardon, ça sont les irrégulières sont là. Et là, vous avez le rapport bulbe sur total qui a été mesuré donc à l'œil. Et vous voyez que la séquence de Hubble se déroule avec un rapport bulbe sur total qui croît de la valeur maximale à la valeur minimale, ce qu'on a vu dans les images. Et là, vous avez les 2 autres attributs importants qui sont la force des bras spiraux, donc la séquence, les types de Hubble. Là, vous voyez certains types sont indiqués. Il n'y a pas de bras spiraux dans les elliptiques et les lenticulaires, donc tout est à 0. Puis, ça augmente, la fraction de lumière dans les bras spiraux augmente avec un pic qui est vers les galaxies SC, puis cela diminue pour arriver jusqu'aux spirales très tardives où les bras spiraux sont extrêmement diffus. Là, ici, vous avez la courbure des bras spiraux dont je vous ai parlé. Donc, à nouveau, il n'y a rien jusqu'au lenticulaire puisqu'elles n'ont pas de bras spiraux. Et vous voyez ensuite que la courbure des bras diminue lorsqu'on va vers les galaxies les plus tardives. Alors, l'autre chose que l'on a pu mesurer, c'est que les différents types de Hubble avaient une grande variation dans leur type. Là, vous avez les galaxies elliptiques. Ensuite, vous avez ici des lenticulaires. Là, vous avez les spirales avec les spirales SB, qui semblent être les SB et les SBC qui semblent être les plus grandes. Et puis, à nouveau, les tailles diminuent jusqu'aux irrégulières qui sont bien plus petites, comme les nuages de Magellan, et les naines elliptiques ou sphéroïdales. Il y a aussi une grande variation dans la brillance de surface de ces galaxies. Vous avez vu que les spirales tardives avec des bulbes très faibles ont une très faible brillance de surface, elles sont extrêmement diffuses. C'est ce qu'on voit ici, leur brillance de surface est faible, donc il y a un grand nombre en magnitude, alors que les galaxies elliptiques et les lenticulaires et les spirales précoces sont plus brillantes en brillance de surface. Et à cette occasion, quand on a regardé la taille, on a trouvé 2 galaxies naines spirales. Il n'y a pas de galaxies naines spirales, il n'y en a pas en général. Les petites galaxies, c'est surtout les irrégulières et les naines elliptiques. Et on a trouvé quand même 2 petites galaxies. Alors leur distribution en magnitude est intéressante parce qu'on peut voir à nouveau, donc là c'est la magnitude absolue, c'est leur brillance intrinsèque que l'on peut mesurer à partir de la brillance apparente et de la connaissance de la distance qu'on connaît pour toutes ces galaxies. Et on peut voir à nouveau, en fonction du type, là les types sont groupés par couleur, que par exemple les spirales très tardives, les SD, SM, sont beaucoup moins lumineuses que les elliptiques, les lenticulaires et les spirales plus précoces. Alors au niveau de la distribution en décalage vers le rouge, vous voyez qu'on est très proche. Donc là, c'est vraiment l'univers local. Ce sont des grosses galaxies bien résolues. Et c'est pour ça qu'on a pu faire ce catalogue extrêmement détaillé. Donc on a souvent des distributions en cloche comme ça. Et alors là, on a un excès de galaxies, c'est dû à l'amas de la Vierge. Et c'est grâce à l'amas de la Vierge qu'on a beaucoup d'irrégulières, de naines elliptiques et pas mal de spirales tardives. Alors un autre attribut qui était intéressant, c'était la longueur des barres. Alors il y a eu beaucoup de discussions, est-ce qu'on devait mesurer l'intensité des barres, c'est-à-dire la fraction de lumière? Il se trouve que c'est plutôt la longueur qui a un sens plus physique, et ça, Françoise pourra vous en dire plus. Et donc là, à nouveau, vous voyez depuis des galaxies sans barres, à gauche jusqu'à des galaxies à droite qui ont des barres qui représentent une grande fraction de la taille du disque de la galaxie. Alors une chose intéressante que l'on a pu mesurer, c'est la fraction de galaxies qui ont des barres. Et c'est très important. Ça peut être plus des 2/3 des galaxies, suivant le type, qui ont des barres. Pour les types SA, SAB. Alors SAB, c'est un type intermédiaire entre SA et SB. On est à 60%. Donc vous voyez qu'il y a un pic pour les SA et SAB, puis à nouveau la fraction de barres diminue. Elle est aussi un peu plus faible pour les lenticulaires.
Il y a aussi des barres, mais en nombre bien moins important dans les irrégulières et les naines elliptiques. Alors, quand on regarde la distribution en couleur des galaxies, c'est-à-dire qu'on met leur magnitude intrinsèque absolue et en ordonnée, on met leur couleur. On prend par exemple la différence entre la magnitude dans deux bandes. On a ce type de distribution. Ça, c'est ce qu'on a pour effigie. Ça, c'est ce qui avait été fait dans l'ensemble du relevé Sloan Digital Sky Survey. Je dois vous dire que l'ensemble de ces images ont été extraites de ce relevé Sloan. Mais là, on utilise des galaxies beaucoup plus lointaines, jusqu'à un décalage vers le rouge de 0,2, alors que effigie, c'est vraiment les galaxies les plus proches. Et on voit cette distribution en couleurs. Et là, il a été évoqué une bimodalité. On voit ce qu'on appelle une séquence rouge, une séquence bleue, et puis une région intermédiaire où il y a un creux avec moins de galaxies. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on voit avec effigie. Si je vous montre cette distribution magnitude absolue couleur pour tous les types, donc si on se déplace, en fait, on va voir que pour chaque type, on a un petit nuage assez bien décrit qui se déplace dans cet espace. Donc on a une variation continue dans ce diagramme couleur-magnitude des types de Hubble. Donc là, vous avez les elliptiques, les lignes pointillées qui vous donnent des points de repère, et vous voyez qu'on se décale progressivement. Donc effigie ne met pas en évidence de bimodalité dans les couleurs des galaxies. En revanche, la bimodalité que l'on voit, c'est entre le bulbe et le disque. Si l'on sépare les composantes de bulbe et disque, et ça je vais vous montrer comment on fait en pratique, on voit que par comparaison aux couleurs des bulbes des elliptiques, une elliptique c'est un bulbe pur, il n'a pas de disque. Si on prend les bulbes des autres types de galaxies, les lenticulaires, et puis ensuite les différents types de spirales, jusqu'aux irrégulières qu'on pourrait considérer comme des disques purs, bien que ça n'en soit pas tout à fait, et qu'on regarde la couleur de ces composantes, on voit que la couleur est assez stable avec un léger rougissement lorsqu'on arrive aux spirales SB, SBC, qui elles sont très riches en poussière. Donc ce rougissement est dû à la poussière. En revanche, quand on regarde les couleurs des disques et qu'on les compare toujours avec les couleurs des bulbes, là la couleur des bulbes et des elliptiques est en gris, c'est un point de référence. Alors vous allez me dire pourquoi il y a des disques dans les elliptiques. Parce que ces ajustements, on va y revenir, de bulbes et disques sont extrêmement dégénérés et on peut ajuster des disques sur des galaxies elliptiques, bien qu'elles n'en ont pas forcément. Et là, vous voyez que la composante de disque se décale peu à peu de plus en plus vers la gauche, c'est-à-dire que les disques sont de plus en plus bleus lorsque l'on descend dans la séquence de Hubble. Je vais prendre l'autre, oui, qui marche mieux. Alors, on peut voir ces variations de couleur des composantes de bulbes et disques un petit peu mieux ici. Si on met le type de Hubble en fonction de la couleur, par exemple, du disque, et vous voyez que le disque, lorsqu'on va vers les types les plus tardifs, les spirales tardives, devient de plus en plus bleu. Pour les bulbes, on a aussi une variation. Là, je vous la montre en fonction du rapport bulbe sur total. Donc, vers la droite, on a les galaxies qui ont beaucoup de composantes de bulbes, donc plutôt les elliptiques. Et vous voyez qu'il y a un léger rougissement des bulbes lorsqu'on va vers les spirales, mais il est beaucoup plus faible que pour les disques. Et là, je vous montre un autre diagramme qui est la couleur des disques. Cette fois-ci, au lieu de vous montrer le type de Hubble, je vous montre la fraction de lumière dans les disques. Alors, on a à nouveau cette pente, mais là, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a une énorme dispersion. Elle est vraiment très grande, et je vais vous montrer qu'en fait, elle est erronée, elle n'est pas réaliste. L'autre chose qui est intéressante, c'est que quand je prends ces mesures de bulbes et de disques, de couleurs, donc là, j'ai la couleur des disques, la couleur des bulbes pour effigie, je les mets ici. Là, vous avez le codage de couleurs pour tous les types. Donc, ignorez un petit peu ce qui se passe là, parce que ce sont vraiment des spirales tardives. Donc, les bulbes pour les spirales tardives, très tardives, ça n'a pas grand sens. La composante est extrêmement petite. Mais si vous vous cantonnez à ces types-là, jusqu'au SC, donc peut-être les points bleus sombres, vous voyez qu'il n'y a pas de loi très claire. Par contre, voilà ce que les collègues ont mesuré avec des galaxies du même relevé mais plus distantes.
c'est une forte corrélation entre la couleur du disque et la couleur du bulbe, ce qu'on ne voit pas a priori dans effigie. Alors comment on mesure ces couleurs de bulbe et de disque? On fait des ajustements de modèles de bulbes et de disques. Alors les modèles de bulbes, je ne vais pas vous montrer l'équation, mais c'est ce qu'on appelle des profils de Sersic, avec un indice qui peut être variable, ou parfois l'indice est fixé et il est à 1/4. Et puis pour les disques, ce qui marche très bien, ce sont les profils exponentiels. Donc on fait la somme de ces deux composantes, mais on doit aussi faire une convolution par la réponse impulsionnelle de l'instrument, parce que toutes les galaxies que l'on voit, c'est à travers l'atmosphère qui étale les images des galaxies. Donc quand on fait cette convolution, on ajuste le modèle aux galaxies, et puis on trouve le modèle qui fonctionne le mieux. Donc voici un exemple d'une galaxie qui est un petit peu irrégulière. Voici la composante de bulbe qui a été ajustée, la composante de disque, la somme des deux. Donc vous voyez que ça reproduit assez bien les couleurs des deux composantes, le disque légèrement bleuté, un bulbe un peu plus blanc. Puis l'intérêt de ça, c'est quand on fait la soustraction entre cette image et celle-ci, on voit les résidus qui nous donnent, là par exemple, nous montrent qu'il y a peut-être des anneaux, peut-être une barre ici et un anneau plus large. Et donc, en général, ce type d'objet est le résultat d'interaction et de fusion. Alors, le problème avec ça, je vous ai montré qu'il y avait une dispersion anormale dans les couleurs des bulbes et des disques, c'est que ces fits, ces ajustements de modèles sont très dégénérés. C'est-à-dire que le bulbe peut porter une partie de la couleur du disque et vice-versa. Là, dans les modèles que j'utilise, il n'y a pas de ce qu'on appelle de prior, c'est-à-dire que le bulbe et le disque sont libres de prendre toutes les tailles et toutes les luminosités, et parfois il se trouve que l'ajustement se fait avec un bulbe qui est plus grand que le disque, par exemple, ce qui n'est pas réaliste pour une galaxie spirale. Le bulbe est toujours plus petit que le disque. C'est des choses qu'on peut contraindre dans les programmes, mais ce n'est pas simple. Et là, mon collègue qui développe ces programmes, Emmanuel Bertin, est en train de passer à une version beaucoup plus moderne en mettant de l'apprentissage profond dans ces codes. Et c'est quelque chose qui va prendre encore plusieurs années. Il n'est pas en mesure maintenant de me livrer un code qui n'ait pas ces problèmes de dégénérescence. Donc, en faisant ces fits où il y a une possibilité de dégénérescence, par exemple sur cette galaxie, voici ce qu'on a pour le bulbe, pour le disque, la somme des deux. Si vous regardez les couleurs, c'est pas mal. On a bien la couleur du bulbe et du disque qui est respectée. Voici le résidu. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de jouer avec ça. C'était par exemple de forcer le bulbe, ignorer la ligne centrale, de forcer l'ajustement du bulbe, de se faire dans une petite région autour du bulbe. Parce qu'au-delà, on n'est plus dans le bulbe, on est dans le disque. Donc si on force ça, parce que là, vous voyez que le bulbe, mais en fait, il va très loin, et que là, on n'est plus forcément dans le bulbe, on est probablement dans la barre. Donc la barre biaise le bulbe. Évidemment, il faudrait une troisième composante, c'est la barre. Alors j'ai essayé de faire ces choses-là, et alors là, les dégénérescences sont encore bien plus grandes, et on a encore plus de problèmes. Et là, vous voyez que quand on fait ça, eh bien, le bulbe, il n'a pas du tout la même couleur. Là, il est plutôt jaune, on va dire un petit peu rougissant, orangé. Là, il est plutôt blanc. Quand je regarde le modèle global, la somme des deux, ben, à l'œil, ça ressemble pas mal. On a cette jaune qui est un petit peu plus rouge ici, donc c'est pas plus mal. Bon, là on ajuste un petit peu la barre, bon, ça ressemble pas mal. Mais si on regarde les composantes de bulbe et de disque, elles sont extrêmement différentes. Vous voyez que là, le bulbe, le disque est vraiment très bleu, alors que là, il porte une partie de rougissement dans sa partie interne, qui, dans cet ajustement-là, était portée dans le bulbe. Et il s'agit de savoir qu'est-ce qui est physique. Et donc, j'essaye de voir aussi avec des personnes qui travaillent sur la Voie lactée, qui comprennent bien les populations stellaires dans ces deux composantes, comme Paola Di Matteo, qui fera une conférence tout à la fin du cycle. Qu'est-ce qui est physique et comment on peut au mieux contraindre ces ajustements. Donc vous voyez que ce n'est pas facile, par exemple, de mesurer les couleurs des bulbes et des disques. Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Alors, l'autre chose qu'on pourrait faire, je vous ai parlé d'ajuster les barres, on pourrait aussi ajuster les bras spiraux. Et ça, c'est des modèles qui ont été faits par Emmanuel Bertin. Vous avez une galaxie observée et les modèles qu'il a pu faire.
Le problème, vous avez même une barre, des bras spiraux, ça a l'air joli. Par contre, quand vous lancez ça en aveugle sur un grand échantillon, ça se passe très mal. Les bras spiraux sont inversés, les dégénérescences sont très importantes. Il y a eu d'autres tentatives aussi qui ont été faites où on décompose les bras sur des bases d'anneaux. Ça marche un petit peu mieux. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe et que je vous avoue que déjà arriver à mesurer des couleurs de bulbes et de disques, ce sera déjà très bien. Ce n'est pas gagné. Alors pourquoi on s'intéresse aux couleurs des bulbes et des disques? C'est parce que ces couleurs, elles sont la marque des populations stellaires qu'il y a dans ces composantes. Et vous savez que plus les étoiles sont vieilles, plus leur spectre est rouge, et donc on accède à l'histoire de ces différentes populations et donc à l'histoire de la galaxie. Et alors les différents types de galaxies ont des distributions d'énergie spectrale. Là, vous avez la longueur d'onde en Ångström qui sont assez distinctes. Là, vous avez une elliptique et puis une spirale SA, une spirale SD. Donc, vous voyez que le spectre des spirales tardives est beaucoup plus bleu, beaucoup plus de flux dans le bleu et une irrégulière. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir à la fois la morphologie et la distribution en énergie spectrale. Et quand on essaye de mesurer les couleurs des composantes, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Évidemment, si on avait ça pixel par pixel, si on avait le spectre d'une galaxie pixel par pixel, ce serait encore mieux. Et ça, c'est des choses que l'on fait en ce moment avec ce qu'on appelle les instruments qui font de l'intégrale de champ. On prend des fibres, on les met toutes ensemble sur une galaxie et on a pour chaque région de la galaxie un spectre. Seulement ça demande beaucoup de temps de télescope et on ne peut pas le faire pour des échantillons très grands, on ne peut pas le faire non plus pour les galaxies éloignées, on peut le faire que pour des galaxies très proches. Alors là, vous avez par exemple toute la séquence de spectres, ce sont des spectres simulés synthétiques, depuis les elliptiques jusqu'aux irrégulières, et là des étoiles, la formation d'étoiles. Alors il y a une relation entre le type spectral d'une galaxie et son type morphologique. Là, vous avez le type spectral ou spectrophotométrique et le type effigie. Vous voyez qu'il y a une relation. Mais il y a une énorme dispersion qui peut être de 5 types. C'est-à-dire qu'au sein d'un type morphologique, il peut y avoir des galaxies qui ont des populations stellaires avec des âges assez différents. Et puis alors là-dessus se rajoute par exemple l'extinction. Quand les galaxies sont inclinées, de 0 à 4, donc 0 c'est complètement de face et 4 c'est complètement vu par la tranche, eh bien on voit que la différence entre le type spectral et le type morphologique, eh bien elle augmente parce que la poussière crée un rougissement. Et donc elle va affecter le spectre alors que la morphologie qu'on va mesurer à l'œil ne sera pas affectée. Alors quand on mesure de la spectroscopie de galaxies ou de la spectrophotométrie, il y a un autre biais qui est le biais d'ouverture. Parce que soit on met une fibre, et dans le relevé Sloan Digital Sky Survey, ce sont des fibres qui ont été posées en général sur le cœur des galaxies. Donc on a plutôt le bulbe de la galaxie et peut-être une partie du disque. Quand on va voir des galaxies plus lointaines, on utilise des fentes parce que la soustraction du ciel est plus cruciale. Et là aussi, vous voyez qu'on échantillonne une partie du bulbe, une partie du disque, mais qu'on n'a pas des échantillons représentatifs de l'ensemble de la lumière émise par la galaxie avec les différentes proportions des deux composantes bulbe et disque. C'est ce qu'on appelle le biais d'ouverture. Et ce biais d'ouverture, il dépend des gradients de couleur, etc., de la distance de la galaxie, de la taille de la fente, de la fibre. Alors, idéalement, on aimerait avoir la morphologie et la distribution d'énergie spectrale, mais en pratique, et en particulier lorsqu'on observe des galaxies lointaines, on n'a ni l'un ni l'autre. On a souvent des couleurs uniquement, c'est-à-dire qu'on fait de la photométrie dans différentes bandes et on en déduit des couleurs, comme je vous ai montré dans des diagrammes précédents. Et voici par exemple la distribution en couleurs des galaxies effigies. Donc là, vous avez les 4500 galaxies effigies avec les différents types. Le type morphologique, donc les elliptiques ici, les irrégulières sont là, et puis ici vous avez les lenticulaires et puis les différentes spirales. Et là, vous avez la couleur, les bandes de G-R du Sloan. Et alors vous voyez que si l'on se met dans une bande de couleurs, on peut attraper des galaxies de type extrêmement varié.
Et donc on va mal discriminer entre les différents types de galaxies par les couleurs. Or, c'est beaucoup ce qu'on a fait jusqu'à présent pour étudier l'évolution des galaxies. On utilisait les couleurs. Alors, je vous ai parlé des galaxies à grande distance, et les images que je vous ai montrées au début étaient des images du relevé Legacy Survey du CFHTLS. Donc, c'est le télescope Canada-France-Hawaï qui est à Hawaï, qui fait 3,60 m de diamètre et qui a fait les images les plus profondes obtenues, à la fois les plus profondes et avec la meilleure résolution et qualité d'image qui ont été obtenues depuis la Terre. Et il y a en particulier 4 champs qui font 1 degré carré et qui contiennent chacune environ 400 000 galaxies jusqu'à une magnitude 24 que vous pouvez aller parcourir ici. Le problème, c'est que quand on va loin, là je zoome sur une petite région de cette image et vous voyez que là on arrive dans les problèmes de l'atmosphère qui rend flou les objets qui sont petits et lointains. Pour les gros objets comme effigie, ça n'a pas grande importance qu'il y ait une atmosphère. Par contre, pour ces galaxies, eh bien, ça devient difficile de voir la forme des galaxies. Alors, par exemple, ça, je vais vous dire, c'est une spirale, à la fois parce qu'elle est allongée et par sa couleur. Ça aussi, on voit qu'il y a un disque bleu, quelque chose d'un peu plus blanc au centre. Mais si je m'intéresse aux galaxies qui sont plus petites, ça va être difficile. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs approches. Soit on va dans l'espace, soit on mesure, on essaye de déconvoluer ces mesures, ou, si vous voulez, d'ajuster à ces images des profils de galaxies, comme je vous ai montré pour effigie. Mais là, il faut faire très attention à bien mesurer la réponse impulsionnelle de l'instrument. Le moindre erreur peut donner des problèmes catastrophiques. Et donc, là, je veux juste vous pointer l'importance de bien mesurer cette réponse impulsionnelle. Et quand on est capable de bien la mesurer, et c'est ce que font les programmes mis au point par Emmanuel Bertin, qu'on l'applique à ces images qui contiennent 400 000 galaxies. Donc là, vous avez des contours, parce que chaque point ne pourrait pas être montré. Là, c'est le nuage des galaxies. Là, vous avez les points correspondant aux étoiles. Et ici, c'est un indice qui montre l'étalement d'un objet par rapport aux étoiles. Donc les étoiles, elles ont normalement toutes le même étalement, à quelque chose près, on va voir pourquoi. Et elles forment cette séquence avec un étalement 0. Et puis tout ce qui est plus étalé, c'est une galaxie. Et puis étonnamment, il y a des choses qui sont moins étalées. Alors ça, c'est dû au bruit. Ce sont des toutes petites galaxies dues aux fluctuations qui vont être un peu moins étalées que les étoiles, ou alors les rayons cosmiques. Et on va pouvoir distinguer les galaxies des étoiles grâce à ces mesures très précises de l'étalement des étoiles. Et on va pouvoir aussi mesurer leur morphologie. Alors le challenge dans la mesure de la réponse impulsionnelle de ces images, c'est que là vous avez ces champs de 1 degré carré, c'est que cette réponse impulsionnelle, elle varie sur le champ, liée à l'optique, au télescope, l'instrument, etc. Et elle varie de façon importante. Et pour cartographier la largeur de la réponse impulsionnelle, on doit utiliser un polynôme de degré 6 dans les 2 dimensions. Et par ailleurs, cette réponse impulsionnelle a une ellipticité qui est de quelques pourcents. Et voici la variation spatiale de l'ellipticité. Donc vous voyez que quand on veut faire des statistiques pour étudier l'évolution des galaxies et mesurer leur forme et leur taille, on a besoin de grands échantillons. Donc ces images sont idéales, elles contiennent 400 000 galaxies, mais on a besoin d'avoir des outils extrêmement précis pour avant tout mesurer la taille, la forme des étoiles et comment ça varie dans les images. Donc ça, c'est un des défis pour faire de la morphologie des galaxies à grande distance. Alors évidemment, une autre façon, c'est de s'affranchir de l'atmosphère et d'aller dans l'espace. Et ça, c'est le Hubble Ultra Deep Field qui a été fait avec le télescope spatial. Donc là, c'est le champ le plus profond que l'on détienne. Et là, on voit l'univers extrêmement lointain et on voit des galaxies, toutes les petites choses là bleues, ce sont les galaxies progéniteurs qui ont conduit aux galaxies que l'on voit actuellement, ce sont les briques élémentaires. Alors vous voyez là une galaxie spirale qui ressemble un peu à ce qu'on connaît, bien qu'elle est quand même assez éloignée, et puis on remonte dans le temps à des galaxies bien plus lointaines. Malheureusement, le champ du télescope spatial est très petit, donc il n'y a pas beaucoup de statistiques, il y a assez peu de galaxies.
Et vous avez vu l'éventail des types effigies, il y a 17 types. Donc si on veut faire des études statistiques, ce champ est trop petit, il n'est pas suffisant. Alors l'intérêt d'aller dans l'espace, c'est qu'on peut mesurer la taille des galaxies, et une des choses qui a été observée, c'est que les galaxies évoluent en taille à partir de différents relevés utilisant les images du télescope spatial. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on part d'un redshift décalage spectral de 2 et qu'on se rapproche, on voit que la taille des galaxies varie de façon importante avec une certaine loi qui varie avec le redshift selon le type d'objet. La grosse difficulté avec ça, donc les galaxies étaient beaucoup plus petites dans le passé, ce n'est pas étonnant dans l'idée que les galaxies se sont formées par accrétion de galaxies plus petites, donc c'est un peu normal qu'elles grossissent avec le temps, mais dans quelle mesure? Là, vous voyez qu'il y a deux courbes en rouge et en bleu pour différents types de galaxies, mais il y a aussi des désaccords entre ce que obtiennent différents groupes à partir de données différentes. Et la raison pour cela, c'est qu'on compare des images qui ont des réponses impulsionnelles différentes, à des redshifts différents, dans des conditions d'observation qui sont extrêmement distinctes. Donc dans l'idéal, qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour comprendre l'évolution des galaxies et donc l'évolution de leur forme, ce que je vais appeler la morphométrie, c'est-à-dire non seulement connaître leur forme, mais mesurer les composantes, leur flux et leur taille. Eh bien, on aimerait avoir le profil à 2 dimensions de ces galaxies, et évidemment le flux total, ça c'est important, et puis la taille, c'est ça qu'on a, c'est ce qu'on appelle la morphométrie. Et quand on a ça, forcément, on a très facilement le type morphologique, parce que je vous ai montré que quand on mesure le rapport de bulbe sur total, on a déjà une estimation du type morphologique, modulo l'enroulement des bras. Et puis évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir ça dans différentes bandes, si possible en très grand nombre, et donc d'avoir pour les différentes régions des galaxies les distributions spectrales d'énergie. Ce qu'on aimerait avoir aussi, c'est par exemple la fréquence des barres, des anneaux, la fréquence des asymétries, puisqu'on sait qu'elles sont les conséquences de fusion de galaxies, et l'importance de l'extinction par les poussières, puisque les poussières, c'est le résultat de l'évolution des étoiles au sein de la galaxie, donc ça nous donne des informations aussi temporelles importantes. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut compter les galaxies par type de Hubble, mais on peut aussi décrire précisément les fonctions de sélection qui vont nous permettre dans chaque image, dans chaque relevé de galaxie, de comprendre quels sont les objets qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les fonctions de sélection, et de récupérer les objets qu'on ne voit pas pour en déduire les fonctions de luminosité, c'est-à-dire quelle est la fraction de galaxies plus ou moins lumineuses dans le type spirale SB par exemple, etc. Alors pourquoi on s'embêterait à essayer de comprendre tout ça? C'est parce que si on veut comprendre comment se sont formées les galaxies qu'on voit dans effigie, on a besoin de retracer l'histoire de la morphologie, et le but ultime, ce sera d'identifier pour chaque galaxie quels étaient ses ancêtres. Alors on sait qu'il n'y en a probablement pas qu'un, les galaxies se forment par fusion, donc on aimerait identifier les différents ancêtres d'une galaxie, les grandes classes de galaxies qui ont pu conduire à une galaxie d'un certain type, en espérant qu'il y a des choses assez systématiques. Et puis ce qu'on obtient dans les simulations à NCORS, c'est ce qu'on appelle les arbres de fusion, où on voit comment les différents types de galaxies fusionnent pour donner une galaxie. Ça, c'est ce qu'on aimerait aussi avoir dans les observations. Et je vais vous montrer maintenant que le principal problème et obstacle là-dedans, c'est de faire les mesures à partir des images, à la fois de photométrie et plus élaborées de forme et de profil. Donc, quand on mesure la photométrie des galaxies, c'est mesurer la quantité de lumière qu'il y a dans le contour décrit par la galaxie dans une image. Alors la photométrie souffre de plusieurs biais qui sont bien connus, le biais de Malmquist, l'affaiblissement cosmologique, le biais d'Eddington, les problèmes de poussière, d'extinction et d'inclinaison, et la confusion des sources. Ça, c'est dans les grandes lignes. Je vous montrerai qu'il y a d'autres choses qui interviennent. Le biais de Malmquist, c'est tout simple, c'est que quand on on définit un échantillon statistique pour étudier l'évolution des galaxies, on va se fixer une limite en flux apparent.
Et cette limite en flux apparent va faire qu'on va avoir tendance à petite distance à voir plutôt des galaxies peu lumineuses, et à grande distance, on ne verra que les galaxies les plus brillantes intrinsèquement. Donc on ne va pas échantillonner les galaxies brillantes et faibles de la même façon en fonction de la distance. L'affaiblissement cosmologique, c'est le fait que la brillance de surface des galaxies, due à la cosmologie, à l'expansion de l'univers, etc., varie en 1 plus z le redshift à la puissance 4. Donc si on prend une galaxie comme celle-ci, très bien résolue, comme dans Effigie, et puis qu'on l'éloigne, en fait on va perdre, on ne va plus voir la partie externe du disque, la brillance de surface va être beaucoup trop basse, et on ne va plus voir que la partie interne de la galaxie. Et donc on va croire qu'elle est plus petite, que sa couleur est différente, puisque vous avez vu que les couleurs des disques, il y a des gradients de couleur, etc. Donc on perd les ailes. Par ailleurs, le ciel a une brillance de surface, donc toute galaxie qu'on voit, c'est par-dessus le ciel, et ça aussi, ce fond de ciel, il a un bruit, et ça limite aussi le niveau de brillance de surface jusqu'auquel on peut aller dans les ailes des galaxies. Alors voici d'autres effets qui sont la réfraction atmosphérique différentielle, qui fait que quand on regarde un objet très brillant, on va voir l'image rouge et bleue suivant l'orientation du télescope, qui peuvent être un petit peu séparées. Alors pour les galaxies lointaines, l'effet est moins fort, mais il est là. Et ça va être embêtant quand on mesure à la fois des couleurs, mais la forme des objets. Il y a aussi des gradients de couleurs dont je vous ai parlé, c'est que les bulbes et les disques ont des couleurs qui varient par rapport au centre de la galaxie. Il y a les histoires d'inclinaison dont on a déjà parlé. Il y a quelque chose qui est très important, c'est le bruit de confusion. Alors, lorsque vous allez à très grande distance, dans toutes ces images, vous avez des sources qui sont très faibles. Eh bien, ces sources, elles vont avoir pour effet d'abord de contaminer le fond de ciel. Le fond de ciel, c'est très important, puisque je vous ai dit que toute galaxie est superposée au fond de ciel. Donc, lorsqu'on calcule le flux qu'il y a dans une galaxie, on doit soustraire le fond de ciel, et en général, on le mesure autour de la galaxie. Maintenant, si ce fond de ciel il est contaminé par un très grand nombre de sources très faibles, elles vont avoir tendance à surestimer le fond de ciel, et donc on va sous-estimer le flux de notre galaxie. Par ailleurs, vous voyez que là, j'ai serré sur le fond de ciel dans une image, donc les objets sont tous saturés. Vous voyez que si je prends une galaxie qui est très faible, qui est à proximité d'une galaxie brillante, son fond de ciel va être contaminé par le halo et les ailes de cette galaxie. Donc ça, c'est un autre problème. Et puis ensuite, il y a des variations intrinsèques dans le fond de ciel des images qui sont dues à l'optique, aussi au fait que parfois il y a des étoiles saturées qui causent ensuite des réflexions dans l'image. Donc tout ça, c'est un gros problème. Mesurer le flux d'une galaxie, c'est pas simple. Le bruit de confusion, ça va avoir aussi pour effet que si je mesure le flux des galaxies qui sont très faibles, si j'ai une autre source qui est juste derrière, un peu sur le côté, eh bien elle va augmenter artificiellement le flux de ma galaxie et donc il va être biaisé. Il va y avoir aussi des sources, si je me fixe une limite en brillance, en flux, si je prends deux petites sources qui sont plus faibles que ma limite, mais qui sont suffisamment proches pour avoir l'air d'être une source simple, ça va faire rentrer une source brillante dans mon catalogue qui n'est pas réaliste. Et par ailleurs, la dernière chose, c'est que ça va biaiser la position des sources. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui affecte surtout les galaxies les plus faibles dans les images. Il y a un problème aussi majeur, c'est comment on sépare les différentes galaxies dans une image. Et là, vous voyez comment fonctionne le logiciel Extractor d'Emmanuel Bertin. On est obligé de faire des seuillages pour dire, voilà, par exemple ici, le flux qui est dans cette région-là, il appartient à cet objet-là, et puis là, ça appartient à cette galaxie, etc. Mais comment on fait pour séparer ? Il faut avoir des critères, et ce n'est pas simple. Il y a le fond de ciel qui intervient,
Et puis après, suivant la façon dont on choisit les seuils, on peut avoir des choses différentes. Là, par exemple, j'ai 2 valeurs différentes des paramètres. Vous voyez que là, je perds toutes ces petites sources. Et l'autre chose qui va se passer, c'est que là, j'ai essayé de séparer un petit peu plus les sources pour récupérer ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon logiciel va croire que ça, c'est une étoile. Or, ça, c'est probablement une région de formation d'étoiles dans cette galaxie. Donc, je ne veux pas que le flux de cet objet soit sorti. Or, là, dans cette configuration, là aussi, le logiciel va me dire que ça, c'est une galaxie, ça, c'est une galaxie, et ça, c'est une autre galaxie. Donc, le flux de la galaxie brillante centrale va être biaisé. Puis après, il y a la façon dont on mesure le flux des galaxies. Alors, une façon efficace, c'est de prendre ce qu'on appelle des magnitudes avec des ouvertures adaptatives. Mais le problème, c'est qu'il manque toujours les ailes, qui sont souvent... il y a de la confusion dans le fond de ciel. Alors, le seul moyen de les récupérer, c'est de faire des ajustements de profil dont je vous ai parlé. Et là, quand on fait un ajustement de profil, eh bien, on intègre jusqu'à l'infini et on a ces parties manquantes. Mais le problème, c'est que lorsque l'on fait ça, les ailes d'une galaxie sont contaminées par la galaxie d'à côté. Et par exemple, le logiciel actuellement ne prend pas ça en compte. C'est extrêmement complexe parce qu'on doit ajuster tous les objets en même temps. Ça demande énormément de ressources. Et là, vous pouvez voir que, suivant la façon dont on calcule les magnitudes, là vous avez une magnitude intégrée et une magnitude adaptative, eh bien, on a des différences de 0,2 magnitude qui vont dépendre du type de Hubble, puisque ça va dépendre du profil de la galaxie. Alors là, je vais vous montrer les résultats de quelque chose qui vient d'être fait à l'occasion de la thèse de notre étudiant, qui permet de s'affranchir de tous ces biais dont je vous ai montrés, qui affectent la photométrie des galaxies, mais aussi la mesure de leur forme. Voilà ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que d'essayer d'extraire d'une image, comme le CFHTLS, des mesures de flux et de forme, et ensuite de comparer ça avec ce qu'on a dans les modèles, on va être obligé de connaître extrêmement précisément les biais et même de les modéliser. Or, vous avez vu tout ce que je vous ai montré, c'est quasiment impossible. On s'est dit pourquoi on n'aurait pas une approche qu'on appelle forward au lieu de l'approche inverse. L'approche inverse, c'est je mesure tout ce qu'il y a dans mon image et puis je vais comparer avec les simulations. C'est une approche en avant. On va simuler des images qui ont exactement les mêmes caractéristiques que les images observées, qui ont la même réponse impulsionnelle, le même temps d'observation, les mêmes biais et tous les effets de confusion dont je vous ai parlé, de problèmes de fond de ciel. Tout ça, ça va être pris en compte sans que forcément je sois capable de le modéliser. Ensuite, on va, dans ces 2 images observées et simulées, on va mesurer de la même façon les flux des objets. Et là, à la rigueur, on n'a pas besoin de quelque chose de très perfectionné. On peut faire des magnitudes d'ouverture. Ça n'a pas grande importance dans la mesure où on fait la même mesure des 2 côtés. Et puis, on va générer un très grand nombre d'images simulées. Et puis, on va extraire donc des observables simples. Par exemple, nous, ce qu'on a utilisé, c'est le flux des galaxies et leur rayon, la taille. Des choses vraiment très simples et qu'on peut mesurer très vite. Et puis les simulations, on a fait des choses simples pour tester notre algorithme. On a pris 2 ou 3 populations de galaxies, des elliptiques, spirales, irrégulières, et puis on leur a donné des fonctions de luminosité, c'est-à-dire les proportions de galaxies faibles et brillantes, qui évoluent avec le redshift, et aussi des tailles qui évoluent. Donc on a mis de l'évolution dans ces images. Et donc on génère un grand nombre de simulations en explorant l'espace des paramètres. Et l'idée, ça va être de se déplacer dans l'espace des paramètres, de comparer à chaque fois les observables flux et taille, et puis de trouver la simulation qui correspond le mieux aux données. Et donc, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle de l'analyse bayésienne. On utilise des chaînes de Markov, on se déplace dans l'espace des paramètres et on fait de l'inférence. Et on obtient, par exemple, ce qu'on appelle les postérieurs, donc c'est les distributions de probabilité des différents paramètres qu'on essaye de mesurer en fonction d'eux-mêmes. Donc c'est des sortes de covariances.
Donc là, ce que je vous montre, c'est que pour tester l'algorithme, on l'a utilisé sur des fausses données. On a créé une image où on sait exactement ce qu'on a mis, et puis ensuite on a joué le jeu de chercher. Et vous voyez, le point rouge sont les fausses données, et la croix, c'est le maximum de probabilité. Vous voyez qu'on a récupéré les paramètres, sans vraiment comprendre les détails de tous les biais qui sont dans ces images, sans être capable de les modéliser. Donc c'est une méthode qui est très puissante. Là, vous pouvez voir un petit peu en détail qu'on est très proche du point rouge qui est ce qu'on a mis dans la fausse donnée et le pic de probabilité. Et alors on voit qu'il y a des covariances entre les paramètres, les différents paramètres des différents types de galaxies. Là, c'est des elliptiques et des spirales. Donc ça, c'est une méthode qui est très puissante, mais elle est extrêmement gourmande en temps de calcul. Et là, le défi que l'on a à relever, on espère qu'on pourra démarrer une nouvelle thèse là-dessus, ça va être d'optimiser le temps de calcul. Parce que pour l'instant, pour faire ces recherches de paramètres, avec 2 ou 3 populations, on va dire avec 2, on a dû utiliser 50 000 heures de PCU sur notre grappe de calcul qu'on a à l'IAP. En gros, ça prenait plusieurs semaines. On a essayé de faire 3 populations en rajoutant des irrégulières. On a fait tourner pendant 6 mois et ça n'avait toujours pas convergé. Donc il y a plusieurs approches, soit essayer d'aller sur des supercalculateurs, mais le problème quand on développe des techniques nouvelles comme ça, c'est qu'on a besoin de faire des runs souvent, d'ajuster des choses. Donc c'est mieux de faire les choses à la maison. Donc là, ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est d'essayer d'optimiser pour faire ça beaucoup plus vite, générer les simulations et mesurer les paramètres beaucoup plus vite. Et puis aussi, l'autre étape, ça va être de faire des choses plus réalistes, que là, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de populations de galaxies. Et en plus, leurs paramètres sont un petit peu simplistes et on peut faire des choses un peu plus physiques. Donc je vais conclure en vous disant que quel est l'objectif? Pourquoi étudie-t-on la morphologie des galaxies? Bon, en soi, c'est joli, la forme d'une galaxie, mais ça a quand même un intérêt astrophysique, parce que la morphologie nous renseigne sur comment une galaxie s'est formée. Donc on accède à son histoire, et c'est ce que l'on voit dans les simulations numériques. Et donc le challenge actuellement, c'est d'arriver à établir des liens entre les propriétés internes des galaxies, leur forme et la quantité de lumière en gros, avec leurs propriétés collectives, comment elles se répartissent dans les halos de matière noire par exemple. Parce qu'on a vu que ça dépendait, la morphologie des galaxies dépendait de comment les galaxies sont réparties dans la toile cosmique. Donc il y a le squelette dont je vous ai parlé, mais il y a aussi d'autres estimateurs. Et en établissant ces liens, on espère mieux contraindre les modèles de formation des galaxies et donc de la toile cosmique. Alors, une autre chose, je vous ai parlé de la spectroscopie des galaxies et de leur distribution en énergie spectrale. On a aussi envie de comprendre quelle est la distribution en couleur de chaque endroit de la galaxie. Et ça, c'est très important parce que ce qui va se passer en chaque endroit de la galaxie nous renseigne sur la formation d'étoiles qui a lieu à cet endroit de la galaxie. Par exemple, quand il y a de la floculence, c'est qu'il y a des régions où il y a plus de formation d'étoiles qu'à d'autres endroits. Et comme vous a montré Françoise, c'est dû aux bras spiraux, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent dans la dynamique de la galaxie. Donc, et cette formation d'étoiles, on sait que c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça que les galaxies se forment, hein, elles évoluent par la formation d'étoiles. Donc on a aussi envie de comprendre comment cette formation d'étoiles se produit au sein de ces différentes composantes des galaxies. Et là, on espère aussi mieux comprendre quels sont les âges et les masses de ces composantes, de bulbes et disques, etc. Et alors, ces liens entre la forme et les spectres, ça doit se faire toujours en reposant ça dans le cadre général de l'environnement, puisqu'on a vu que les fusions et les interactions de galaxies stimulent la formation d'étoiles, changent la forme des galaxies, les perturbent, etc. Et donc, c'est le résultat de comment les galaxies peuplent les halos de matière noire.
Donc l'objectif, en étudiant la morphologie des galaxies jusqu'à z égale 1, ce n'est pas un grand décalage vers le rouge, c'est ce qu'on peut faire de mieux si on veut avoir des grandes statistiques à partir des images du sol. C'est quand même très important parce que ça nous permet ensuite, ça fait un bras de levier pour comprendre ce qui se passe à plus grande distance et ça permet de calibrer nos modèles, à la fois dans les simulations numériques, mais les modèles de l'évolution stellaire des étoiles et des rapports de différentes populations dans les galaxies, pour comprendre ce que l'on va observer avec les nouveaux satellites, les prochains satellites qui vont être lancés, comme le James Webb Space Telescope, qui lui va observer les galaxies dans l'infrarouge. Et donc on pourra voir des galaxies à très grand décalage spectral et en train de se former. Et puis le satellite d'Euclide, qui lui va produire un nombre, des centaines de millions de galaxies, où on aura la morphologie vue de l'espace, donc il n'y aura plus ces problèmes de réponse impulsionnelle. Mais avant de pouvoir interpréter tous ces relevés, on a besoin déjà de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre z égale 0 et z égale 1, qui est une période très importante de l'évolution des galaxies. Je vous remercie.